Champ de tir de Mailly, automne 1977. Un capitaine d'artillerie observe sa montre pendant qu'un canon tracté recharge lentement sous la pluie. À quelques centaines de mètres, un prototype blindé tonne déjà une deuxième fois. Le capitaine ne regarde plus le ciel, il regarde le temps qui s'échappe. Il ne s'agit pas d'un problème de précision, ni même de puissance. Le conflit est ailleurs, plus discret et plus dangereux. Depuis la défaite de 40, l'armée française porte une obsession presque silencieuse, ne plus jamais être en retard. Or, ce matin-là, l'artillerie tractée met plusieurs minutes entre deux tirs, pendant que les chars qu'elle est censée soutenir avancent déjà hors de portée. Le temps devient un ennemi que personne ne peut viser. Autour de la table des décisions, quelques années plus tôt, le débat n'a rien de théorique. D'un côté, les partisans de la tradition, un canon simple, robuste, facile à déployer. De l'autre, une idée presque dérangeante, transformer l'artillerie en machine rapide, mécanisée, capable de suivre le rythme des blindés. L'ironie est brutale. Pour rattraper le mouvement, il faudrait accepter de compliquer ce qui fonctionnait depuis des décennies. La guerre froide impose son propre décor. Face au pacte de Varsovie, la France ne peut pas rivaliser en nombre. Les estimations évoquent des milliers de pièces d'artillerie de l'autre côté du rideau de fer. La réponse ne peut pas être quantitative. Elle doit être qualitative, presque audacieuse. Chaque pièce doit tirer plus vite, se déplacer plus vite, survivre plus longtemps. Le pari est risqué, remplacer la masse par la vitesse. C'est là que naît l'idée d'une artillerie montée sur un châssis de char. Le choix du AMX-30 n'est pas un hasard. Ce char lui-même a déjà accepté un compromis controversé. Moins de blindage pour plus de mobilité. On empile alors une décision sur une autre, toute logique prise séparément. Mais ensemble, elles dessinent une trajectoire où la protection recule au profit du mouvement. Une doctrine entière bascule. Dans les ateliers de Giat Industries, la théorie devient métal. Les ingénieurs ne cherchent pas seulement à poser un canon sur un châssis, ils veulent accélérer chaque geste humain, charger, viser, tirer, encore et encore. La semi-automatisation du chargement devient le cœur du système. L'objectif n'est pas seulement de tirer vite, mais de tirer plus vite que ce que l'ennemi peut comprendre. L'absurde apparaît déjà. Une machine pensée pour dépasser le rythme humain. Les premiers essais surprennent tout le monde, y compris ceux qui les ont conçus. Les cons partent à une cadence inhabituelle pour une pièce de ce calibre. Les observateurs notent la performance, mais aussi le prix. Chaque mécanisme ajouté augmente la complexité. Chaque seconde gagnée au tir coûte des heures d'entretien. Le conflit change de forme. Ce n'est plus l'arme contre l'ennemi, mais la machine contre sa propre sophistication. Pour les officiers d'artillerie, le dilemme est concret. Faut-il préférer une pièce capable de tirer lentement mais sans faille, ou une autre capable d'accélération spectaculaire mais dépendante de systèmes plus fragiles? La réponse qui s'impose est presque politique. Dans une Europe où tout peut basculer en quelques heures, la vitesse semble plus précieuse que la durée. On choisit l'instant décisif plutôt que l'endurance. L'adoption du système ne résout rien, elle déplace le problème. Sur le papier, l'AUF-1 promet de suivre les chars, de frapper vite, de se repositionner avant la riposte. Mais un détail s'impose dès les premières simulations. Pour soutenir une telle cadence, il faut un flux continu de munitions. Et ce flux dépend de camions, de routes, d'hommes. L'ironie devient presque cruelle. La machine la plus rapide dépend du maillon le plus lent. Lors d'un exercice, un officier note que la batterie atteint rapidement un rythme impressionnant, puis doit ralentir faute d'approvisionnement immédiat. Rien n'a cassé, rien n'a été détruit. Pourtant, la performance s'effondre. Ce n'est pas une panne, c'est une limite structurelle. L'arme dépasse déjà le système qui doit la nourrir. Une victoire technique qui contient sa propre contradiction. Malgré cela, la décision est prise. L'AUF-1 entre en service à la fin des années 70. Il incarne une France qui refuse la dépendance et qui parie sur son industrie pour rester dans la course. Chaque pièce livrée est à la fois un symbole et un risque. Car si la vitesse devient la norme,
alors tout le reste devra suivre. Et rien ne garantit que le reste suivra. Sur le terrain d'entraînement, le capitaine regarde une dernière fois la séquence. Le prototype tire encore, plus vite que ce qu'il pensait possible quelques années plus tôt. Il comprend que quelque chose a changé. Ce n'est plus seulement une arme, c'est une promesse, mais aussi une exigence. Et si cette exigence dépassait la guerre elle-même? Atelier de Roanne, début des années 80. Un ingénieur ajuste un mécanisme de chargement pendant qu'un chef d'atelier compte les secondes entre deux tirs. À chaque coup, la cadence s'accélère, mais le regard des techniciens se durcit. La machine obéit, mais elle commence déjà à exiger plus que ce qu'on peut lui donner. Le cœur du projet repose sur une idée simple et presque dangereuse: réduire l'intervention humaine au minimum. Là où un équipage devait coordonner plusieurs gestes, la mécanique prend le relais. Le conflit apparaît immédiatement. Plus on automatise, plus on dépend de la précision des pièces. Une erreur de quelques millimètres ne ralentit pas seulement le tir, elle peut bloquer toute la chaîne. La vitesse devient fragile. Les premiers cycles complets d'essai produisent un effet presque irréel. Une pièce de 155 mm enchaîne les tirs à un rythme inhabituel pour sa catégorie. Les observateurs notent la performance, mais aussi un détail plus inquiétant. Chaque séquence rapide consomme une quantité de munitions que les procédures classiques n'avaient jamais anticipée. La machine ne se contente pas d'accélérer, elle change l'échelle du problème. Dans les réunions techniques, les ingénieurs et les militaires ne parlent plus le même langage. Les premiers raisonnent en cadence maximale, en cycle mécanique, en optimisation. Les seconds pensent en autonomie, en terrain, en fatigue des équipages. L'ironie est nette. Plus le système est performant sur banc d'essai, plus il devient difficile à intégrer dans une réalité imparfaite. Deux logiques rationnelles qui s'opposent sans jamais se contredire frontalement. Le choix du châssis AMX-30 impose ses propres contraintes. Conçu pour la mobilité, il accepte mal l'ajout d'une masse supplémentaire en hauteur. Chaque tir provoque des contraintes que les ingénieurs doivent absorber sans ralentir la cadence. On renforce, on ajuste, on compense. Chaque solution ajoute du poids. Chaque kilo réduit un peu la mobilité initialement recherchée. Le compromis devient un équilibre instable. Un incident lors d'essai attire l'attention. Après une série de tirs rapides, une équipe doit interrompre la séquence non pas à cause d'une panne majeure, mais pour réinitialiser un mécanisme trop sollicité. Rien de spectaculaire, rien de cassé. Pourtant, la promesse d'un feu continu se fissure. La machine fonctionne, mais elle rappelle qu'elle n'est pas infinie. La limite n'est plus théorique. Les équipes de maintenance entrent alors dans l'équation. Leur rôle, souvent invisible, devient central. Une cadence élevée signifie une usure accélérée. Les pièces doivent être vérifiées, ajustées, remplacées plus souvent. Le paradoxe s'installe. Pour tirer plus vite, il faut accepter de passer plus de temps à l'arrêt. La vitesse de combat dépend désormais de la lenteur de l'entretien. Malgré ces tensions, le programme avance. La France ne peut pas se permettre d'abandonner une solution qui incarne son ambition industrielle. Chaque système livré est une démonstration de savoir-faire, mais aussi un pari sur sa propre cohérence. Le conflit n'est plus seulement technique, il devient stratégique. Faut-il assumer une complexité élevée pour garder une longueur d'avance ou revenir à une simplicité moins performante mais plus robuste? Lors des démonstrations officielles, l'AUF-1 impressionne. Les séquences de tirs rapides captent l'attention, les chiffres séduisent. Mais derrière cette vitrine, une question circule entre ceux qui connaissent le système. À quel moment cette vitesse devient-elle un problème plutôt qu'un avantage? La réponse n'est jamais donnée clairement. Peu à peu, la machine sort des ateliers pour rejoindre les unités. Elle n'est plus un prototype, elle devient une réalité opérationnelle. Et avec ce passage, un autre conflit s'annonce. Car une arme n'est jamais testée uniquement par ses créateurs. Elle est jugée par ceux qui l'utilisent dans des conditions qu'elle n'a pas choisies. Quand les premières pièces quittent la France pour d'autres armées, une transformation silencieuse commence. L'AUF-1 n'est plus seulement un outil conçu pour une doctrine précise. Il devient une réponse à des besoins différents, parfois opposés. Et c'est là que la question initiale revient, plus brutale. Que se passe-t-il quand une machine pensée pour une guerre rapide entre dans des guerres qui refusent d'aller vite? Plaine poussiéreuse à la frontière irako-iranienne, milieu des années 80. Un chef de pièce observe l'horizon à travers des jumelles rayées
pendant que l'AUF-1 derrière lui enchaîne les départs de coups. Le rythme est impressionnant, presque mécanique, jusqu'à ce qu'un soldat lève la main. Les caisses de munitions sont déjà presque vides. Ce moment révèle un conflit que personne n'avait vraiment anticipé à cette échelle. La machine fonctionne exactement comme prévu, peut-être même mieux. Mais la guerre autour d'elle ne suit pas la même logique. Ici, le front ne bouge presque pas. Les positions se fixent, les lignes s'enterrent. L'artillerie devient une bataille d'usure, pas de vitesse. L'AUF-1 arrive avec une réponse à une question qui n'est plus posée. Dans les premières semaines d'utilisation, les équipages découvrent un paradoxe dérangeant. Ils peuvent tirer vite, très vite, mais ils apprennent à ne pas le faire. Chaque salve rapide vide les réserves plus tôt que prévu. Chaque accélération réduit leur capacité à tenir dans la durée. La décision devient contre-intuitive. Ralentir volontairement une machine conçue pour accélérer. L'efficacité se transforme en discipline. Un officier ajuste alors les ordres de tir. Il impose des cadences inférieures aux capacités maximales, non pas par manque de confiance, mais par nécessité. L'ironie est presque brutale. Une technologie pensée pour dominer par la vitesse est utilisée comme un système classique, limité par les mêmes contraintes que les autres. La différence existe, mais elle est volontairement étouffée. Dans la chaleur du désert, un autre problème apparaît, plus discret. Les mécanismes conçus pour un climat tempéré doivent fonctionner sous une chaleur constante et abrasive. Le sable s'infiltre partout, ralentit, use, perturbe. Rien ne s'arrête brutalement, mais tout devient plus exigeant. La machine ne casse pas, elle fatigue. Et cette fatigue n'était pas au centre des calculs initiaux. Les équipes de maintenance improvisent. Elles adaptent les procédures, nettoient plus souvent, surveillent davantage. Le rythme du combat dépend désormais autant de leur travail que de celui des artilleurs. Le conflit change encore de nature. Ce n'est plus seulement la machine contre l'ennemi, mais l'ensemble du système contre un environnement qui n'a rien à voir avec celui pour lequel il a été pensé. Dans certaines situations, l'AUF-1 montre pourtant ce qu'il peut faire. Une série de tirs rapides permet de saturer une zone en quelques instants, créant un effet que les pièces plus lentes ne peuvent pas reproduire. Mais cet avantage est ponctuel. Il ne peut pas être maintenu. Chaque démonstration de puissance est suivie d'une phase de retenue. L'arme brille par éclair, puis se replie dans la gestion. Les commandants commencent à intégrer cette réalité dans leur manière de penser. L'AUF-1 n'est pas une solution miracle. Dans un autre secteur, une batterie décide d'utiliser toute sa capacité sur une fenêtre très courte. Les tirs s'enchaînent, la zone est saturée en quelques instants. L'effet est spectaculaire, presque disproportionné. Mais la conséquence arrive immédiatement. La position doit ensuite rester silencieuse, incapable de reproduire cet effort sans réapprovisionnement. Chaque démonstration de force crée une vulnérabilité. Les équipes de ravitaillement adaptent leurs méthodes. Elles fractionnent les livraisons, répartissent les stocks, anticipent les besoins. Le système devient plus complexe que prévu. Là où une artillerie plus lente pouvait fonctionner avec des flux réguliers, l'AUF-1 impose des pics de consommation difficiles à absorber. Le conflit entre régularité et intensité ne trouve pas d'équilibre simple. Un détail inattendu apparaît dans les rapports. Certaines unités préfèrent maintenir une cadence modérée en permanence plutôt que d'exploiter les capacités maximales. Non par faiblesse, mais par calcul. La stabilité devient une forme d'efficacité. L'absurde est là. La meilleure façon d'utiliser une machine rapide consiste à la ralentir volontairement. Dans les états-majors, cette réalité provoque des discussions tendues. Faut-il adapter la doctrine pour exploiter ces pics de puissance ou ajuster l'utilisation pour préserver la durée? Chaque option a un coût. Miser sur la vitesse expose à des ruptures de stock. Miser sur la constance réduit l'avantage technologique. Aucun choix n'est entièrement satisfaisant. Sur le terrain, les équipages développent leurs propres réponses. Ils observent, testent, ajustent. Certains utilisent des séquences rapides suivies de longues pauses. D'autres privilégient un rythme constant. Il n'existe pas de solution universelle. La machine offre des possibilités, mais elle ne dicte pas une seule manière de combattre. Le conflit devient une question d'interprétation. À mesure que ces pratiques se stabilisent,
une autre question surgit. Si la performance maximale n'est presque jamais utilisée, alors que représente réellement l'avantage de l'AUF1? Est-ce une capacité exceptionnelle rarement exploitée ou une complexité permanente à gérer? Et surtout, que se passe-t-il quand une armée doit choisir entre ce qu'elle peut faire et ce qu'elle peut soutenir dans le temps? Base poussiéreuse en périphérie d'une ville du Golfe, fin des années 90. Un mécanicien ouvre un panneau latéral d'un AUF1 pendant qu'un officier consulte une liste d'opérations à venir. Le canon est prêt, les coordonnées sont connues, mais la discussion ne porte pas sur la cible. Elle porte sur ce qui peut encore fonctionner demain. Le conflit a changé de visage. Ce n'est plus seulement une question de cadence ou de ravitaillement immédiat. C'est une question de durée dans des guerres qui s'étirent sans fin claire. L'AUF1 a été pensé pour des engagements rapides, décisifs, presque courts. Or, il se retrouve dans des opérations où le temps devient une variable dominante. Chaque système complexe est alors confronté à une vérité simple. Plus la guerre dure, plus la maintenance décide. Dans les ateliers avancés, les équipes doivent maintenir des standards élevés avec des moyens parfois limités. Les pièces d'usure s'accumulent, les ajustements deviennent plus fréquents. Rien ne s'effondre brutalement, mais tout demande plus d'attention. L'ironie est constante. Une machine conçue pour accélérer le tempo du combat impose un ralentissement invisible en arrière-plan. Le front tire, l'arrière répare. Les modernisations apparaissent comme une réponse logique, adaptée, améliorée, corrigée. Certaines versions intègrent des systèmes de conduite de tir plus avancés, d'autres ajustent des éléments mécaniques. Chaque amélioration promet de résoudre un problème précis. Mais chaque amélioration ajoute aussi une nouvelle couche de complexité. Le paradoxe se renforce. Corriger une limite en crée une autre. Sur le terrain, les équipages perçoivent ces évolutions de manière pragmatique. Ce qui compte, ce n'est pas la fiche technique, mais la capacité à remplir la mission sans interruption. Une amélioration qui augmente la précision mais complique l'entretien peut être perçue comme un risque. Le conflit entre performance et simplicité ne disparaît jamais, il change simplement de forme. Dans certains déploiements, l'AUF1 montre encore des capacités impressionnantes. Une coordination précise permet de délivrer des tirs efficaces sur des cibles identifiées en un temps réduit. Mais ces moments restent encadrés par des contraintes strictes. Chaque utilisation optimale est le résultat d'une préparation minutieuse. Rien n'est spontané. La vitesse existe, mais elle doit être planifiée. Les décideurs stratégiques observent ces résultats avec attention. L'AUF1 n'est pas un échec, loin de là. Il fonctionne, il frappe, il s'adapte. Mais il ne transforme pas la guerre comme certains l'avaient imaginé. Il s'insère dans des conflits qui ne correspondent pas à son ADN initial. L'écart entre l'intention et l'usage réel devient une donnée permanente. Un détail revient dans plusieurs retours d'expérience. La capacité maximale de la machine est rarement exploitée sur la durée. Non pas parce qu'elle est inutile, mais parce qu'elle est difficile à soutenir. Ce constat n'est pas spectaculaire, mais il est décisif. La guerre ne récompense pas seulement la performance, elle récompense la cohérence du système entier. À mesure que les années passent, d'autres systèmes apparaissent, porteurs de nouvelles approches. Certains privilégient la mobilité extrême, d'autres la simplicité d'emploi. L'AUF1, lui, reste un point d'équilibre particulier entre ambition technologique et contraintes pratiques. Il ne disparaît pas, mais il n'est plus seul à définir la norme. Dans une dernière séquence, une batterie se prépare à intervenir. Les coordonnées sont transmises, les mécanismes vérifiés, les obus alignés. Tout est prêt. Pourtant, l'ordre tarde. Non pas par hésitation tactique, mais parce qu'il faut être certain que chaque tir compte. La machine attend, parfaitement capable d'agir, suspendue à une décision humaine. Alors la question revient, plus nette que jamais. Si une arme doit être retenue pour rester efficace, où se situe sa véritable puissance? Dans ce qu'elle peut faire immédiatement ou dans ce qu'elle permet de préserver pour plus tard? Si cet épisode t'a accroché, laisse un like et dis-moi en commentaire, une armée doit-elle privilégier la performance maximale ou la simplicité durable? Abonne-toi pour ne pas manquer la suite, et la prochaine fois, on parlera d'un char qui a choisi exactement l'inverse et en a payé le prix.